Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui je suis accompagné d'Adrien pour une petite vidéo rapport de tournoi. Nous avons été le dimanche 13 novembre au tournoi des Pierres Dorées sur une journée, 3 parties. Le lieu était assez sympa, une petite salle, 12 joueurs, 6 tables. Nous avons été bien accueillis et tout s'est bien déroulé. Repas compris en plus le midi, mais on reviendra sur ça peut-être plus tard. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc nos listes. Moi, je suis venu en Stormcast Eternal, une liste plutôt simple. Gardus avec en héros un Knight Incantor qui avait Arcantome, maître de la magie, accompagné de 2 fois 6 dragons qui n'étaient pas ligne et 2 fois 5 Libérators et une unité de Vindictor. Le tout dans la chambre de Gardus et Halloween Knight, ce qui me permet d'avoir une protection à 5 entièrement à 12 de Gardus et que toutes mes unités de Redeemer, quand elles meurent sur un 4+, peuvent combattre. L'idée de la liste, c'est de jouer en château, les 2 dragons derrière, sous cette bulle, et d'essayer de me projeter avec un pack de dragons buffés pour pouvoir soit récupérer un point, soit enfermer l'adversaire chez eux si jamais la portée me le permet. J'étais dans la sous-faction du défenseur de Fort de l'Orage qui me permet que mes unités de ligne comptent pour 3 et à partir du premier et du deuxième tour sur les objectifs qui sont partiellement et entièrement dans mon terrain et à partir du tour 3 sur tout le terrain. L'avantage de ça, c'était de me supprimer les bataillons du coup expert conquérant pour entrer sur un monopause. Le problème, c'est que quand j'ai construit ma liste, j'ai oublié de renseigner le bataillon et du coup j'ai joué au lieu d'être en one drop en 7 pauses. Ce qui m'a permis de me rendre compte que l'avantage du monopause peut être discutable dans certains match-ups et plutôt à l'avenir, du coup, essayer d'aller chercher un bataillon Bounty Hunter et Expert Conquérant sur d'autres unités à voir. En tout cas, c'est ce que m'a permis de voir un peu voilà, l'organisation de ce tournoi. Adrien, je te laisse présenter ta liste. Ouais, alors moi, ma liste, déjà, la faction assez originale, je suis venu en Gloomspite. C'est une armée que je n'avais jamais joué avant ce tournoi et que je risque pas de rejouer de sitôt. Je me suis retrouvé à la jouer suite à une sombre histoire avec un mec de mon équipe. Je savais pas quoi jouer. Il m'a dit, tiens, je te prête mes Gloom, je te fais la liste. Donc voilà, je me suis retrouvé à jouer cette liste, qui est clairement pas en plus qu'on peut faire de mieux en Gloom, hein. Donc l'idée, c'était vraiment de venir et de jouer une nouvelle armée pour profiter un peu d'un petit tournoi sur un jour. Donc ma liste, rien de bien compliqué. Globalement, mon général, qui était donc ma plus grande menace dans ma liste, c'est donc un Loon Boss sur une Mangler Squig, qui avait aucun équipement si ce n'est son trait de commandement, qui est donc Fight Another Day, qui permet bonnement et simplement de bouger après avoir tapé. Je charge, je fais mon action de monstre, je tape, et après je peux bouger de 2d6, ce qui est évidemment super fort. Donc ça m'a sorti de beaucoup de situations et ça m'a permis de faire pas mal de choses pendant le tournoi. À côté de lui, il y avait donc un autre Loon Boss sur un Giant Cave Squig. Donc globalement, il sert pas à grand chose si ce n'est à donner plus 3 de mouvement à toute mon armée, ce qui est super fort. Et j'ai mis aussi un petit Arcantum avec le sort qui permet de faire courir et charger 3 unités, enfin des 3 unités. Donc ça pareil, ça combotte pas trop mal avec le reste de mes menaces. En dernier héros, j'avais un Web Spinner Shaman sur une grosse araignée. Là, c'est globalement juste un gros châssis de 14 PV en sauvegarde à 4 qui peut mettre un sort qui fait -1 pour être touché à toutes les unités ennemies à 12 pas de lui. C'est super fort aussi. À part ça, il servait pas à grand chose, ça fait quelques dégâts, mais sans plus. Et pour accompagner tout ça, oui, son intérêt aussi, c'est qu'il lance 2 sorts, il en dispel 1, et il a pas mal de bonus, parce que voilà, quand on joue en Gloomspite, on a quelques bonus au cast. Donc ça permettait de caster des sorts à +2 et de dispel aussi, avec quelques bonus, donc c'était sympa. Et donc pour accompagner ça, j'avais 2 unités de 10 Boingrod Bounders en Bounty Hunter. Donc en gros, c'est des unités qui bougent de 2d6, qui ont des dégâts d'impact en BM, ce qui est pas mal sympa aussi, et qui saturent beaucoup. Et aussi à côté, donc pour faire écran et même pour
prendre des objectifs, etc. Et pour faire quelques dégâts, mine de rien. J'avais en tout 48 Squig Herbs, donc un pack de 24 et deux packs de 12. Donc c'est des petites cochonneries à 2 PV chacun, en Expert Conqueror, donc pour compter sur 3 sur les objets. Sachant que tout ça peut être allié sur du 4 quand je suis sous ma lune, et peut être ramené sur un 4+, près de mon décor à la fin de chacun de mes tours. Donc c'est plutôt sympa, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de points de vie surtout à gérer pour l'adversaire. Voilà, et pour finir la liste, j'ai une petite Mangler, sans Loon Boss dessus, donc juste un gros monstre qui bouge de 3d6 et qui tape pas trop mal. Et 2 petits Endless Spells pour faire des BM, le Mushroom et les araignées, la Scuttle Tide. Donc voilà, une liste avec pas grand chose en combo, c'est juste 3 unités qui bougent vite et qui font mal, des PV et pas mal de petits moyens de faire des BM. Voilà pour moi. Et bah super, belle liste en tout cas, 180 points de vie de Squigurg, ça fait toujours peur sur table. Alors, du coup, nous avons fait notre premier match à 9h, je crois, quelque chose comme ça. On a commencé dans les temps, c'était plutôt agréable, même s'il y avait un petit peu de retard, mais quel tournoi n'a pas de retard. De mon côté, premier match, j'ai joué contre Sig, un joueur Slaanesh, qu'on rencontre souvent en tournoi dans la région. Super sympa. Par rapport au match-up, moi je suis joueur Slaanesh, du coup je connais les forces et les faiblesses du match-up. J'étais plutôt confiant dans l'idée de me dire, bah voilà, j'ai pas beaucoup d'unités, mais c'est des grosses unités, ce qui fait que lui, pour générer ses points de dépravation, il va avoir un peu de mal. On était sur le scénario en file indienne. Cage de pierre du royaume. Voilà, exactement, j'avais pas le nom. Qui nous faisait un déploiement qui était très resserré, avec l'objectif au milieu qui allait exploser. Donc, ayant peu d'unités, même si j'ai des gros socles, j'ai pu, entre guillemets, me déployer en château facilement. Là où mon adversaire, lui, avait beaucoup de pauses dans sa neige, et du coup, a eu beaucoup de mal de se déployer correctement. Il a fait peut-être l'erreur de mettre ses archers devant et son cavalerie derrière. Ce qui fait que sur ce scénario-là, malgré les 14 de mouvements qu'il avait, il a eu un peu de mal à se projeter sur la table. À savoir que je finis du coup me déployer en premier avec mes 7 pauses, car j'ai oublié mon bataillon monopause. Lui, il en avait 8. Je lui laisse l'initiative, ou je la prends non, je la prends. Justement, je me dis, je veux pas qu'il puisse se poser sur l'objectif du milieu, je puisse pas le récupérer. Donc je prends le premier tour, je m'avance, je me pose un peu de temps sur l'objectif, et tout mon château a bougé avec mes dragons derrière, mes quelques buffs, boucliers mystiques, le plus un bless et tout. Je m'installe correctement, je marque mes 4 points. Là, mon adversaire, lui, choisit une tactique Slaanesh, meurt par 100 coups de couteau, qui lui demande de blesser une unité par 3 unités de son côté, qui sur le papier doit la réussir, car il a 2 unités d'archer, Sigval qui est positionné devant, et du coup doit être capable de faire mes 3 blessures. Sauf que malheureusement, le problème de Slaanesh actuellement, c'est que la reine n'est que de -1. La seule unité que j'ai sur l'objectif et qui est à portée pour lui de tir, ce sont mes Vindictors, qui sont actuellement avec un bouclier moustique en save à 2. All-in défense, save à 2 reine -1, entre guillemets. Et sur son premier tour, il ne va pas réussir à faire une seule blessure, une blessure sur les 3 qu'il doit me faire. Donc il rate sa tactique de bataille en récupérant juste l'objectif du milieu, car moi j'avais juste une figurine, là lui il en ramène 2, il le reprend. Et suite à ça, la partie va s'accélérer dans ce sens-là, car il gagne l'initiative, il la prend, il doit faire une autre tactique de bataille envers et contre tout, en tuant mes Vindictors qui sont sur l'objectif. Il va la rater parce que malheureusement, des jets de charge ratés. Moi, je suis toujours en save à 2, reine -1. Trop compliqué pour Slaanesh. Je remarque à mon tour 4 points. Les objectifs explosent. Je gagne l'initiative et je peux, avec comment ça s'appelle, aucun challenge n'est trop grand, qui est une tactique Stormcast qui me demande de tuer un héros avec mes unités de ligne, tuer comment il s'appelle, Sigval qui est bloqué dans mes rangs parce qu'il a rebondi dessus au-dessus d'eux, marquer mon point, et avec la mobilité de mes dragons aller chercher les objectifs qui est dans le territoire adverse. Je score 5 points ce tour-ci. Il tente un œil pour œil qu'il va rater là aussi parce que problème de Slaanesh chez la reine. Et à ce moment-là, au tour 3, ça fait 3 tactiques de bataille ratées pour juste des points de primaire. Et à ce moment-là,
techniquement, même si je gagne ou rate les initiatives, je pense que je ne peux plus perdre le match parce que j'ai un dragon qui a été blessé, un Vindictor blessé. En tout, ça doit faire peut-être 7 ou 8 dégâts. Et je n'ai plus qu'à enchaîner en fait des tactiques de bataille standard avec Frimé et un œil pour œil pour finir le match sur un 24-12. J'étais confiant sur le match-up, la partie s'est plutôt bien déroulée et entre guillemets, je n'ai pas joué, on va dire, beaucoup de risques. De son côté, beaucoup de charges ratées, beaucoup de jets ratés. Moi, j'ai juste fait avancer mon château, mettre mis en position, buffer mes dragons, et mes dragons sont entrés dans des save à 5, save à 6 de Slanesh qui n'ont pas vraiment, entre guillemets, pu encaisser cette charge. Ce qui fait que je finis mon premier match sur une victoire, sans trop, entre guillemets, avoir été à me casser la tête. Un jeu simple, je suis plutôt content. À toi, Adrien. Parfait. Bah, moi aussi j'ai affronté un. Enfin moi aussi non, j'ai affronté un Stormcast, mais pas du tout la même liste que toi. Donc le joueur s'appelait Erza. Donc lui il jouait donc un gros Star Drake, là le gros papa à 500 points. Il jouait deux petits héros à côté et il jouait donc 2 x 3 long strike avec la possibilité d'en faire tirer un une fois en face de héros dans la partie. Il jouait 2 packs de 3 Etherwing pour buffer ses long strike et 4 packs de 5 Libérators. Et je crois que c'est à peu près tout. Il avait la comète aussi, le Endless Spell. Ouais, je crois que ça fait à peu près toute sa liste. Sachant qu'il a moins de pauses que moi, donc il aura forcément l'initiative. Moi j'ai 8 pauses dans ma liste. 9 je crois. Ouais, c'est ça, j'ai 9 pauses, donc je crois que j'ai jamais eu l'initiative. Ah si, j'ai eu l'initiative sur la troisième partie. Donc il a l'initiative sur moi, donc on se déploie, pas grand chose à signaler. Moi je me déploie quand même assez safe parce que mine de rien son Star Drake qui bouge de 12 si je me trompe pas. Sur ce scénario il peut avoir une charge à 10, on est à 22 pouces l'un de l'autre. Donc j'ai pas trop envie qu'il rentre dans mes menaces, donc j'ai quand même fait des écrans, même si voilà, mon déploiement est quand même assez agressif. Et lui il déploie tout, pas grand chose à signaler, donc il laisse juste 3 long strike, 5 libérators et tous ses oiseaux, les Etherwing en frappe en profondeur. Et donc là par contre de manière très étonnante il prend le T1. Je pense que c'était une erreur. L'idée c'était la même que toi, je pense qu'il avait peur que je me mette sur le jouet qu'il ne le revoie jamais, mais je pense que c'était un risque à prendre. C'est pas trop grave, je pense, sur ce scénario de perdre les 4 premiers points d'objectif si tu vois pas les objectifs pendant 2 tours. C'est pour pas te prendre un double tour en fait, parce que on va le voir, mais je vais lui mettre un double tour qui va clôturer la partie. Donc sur son terrain, il fait pas grand chose en plus, malheureusement. Mais bon, c'était plus un coup de pas de chance qu'autre chose. Parce que donc son Star Drake, il l'avance sur l'objectif central avec les 15 libérators devant en écran. Et il fait son tir sur une de mes mangleurs, qui était une très bonne idée. Malheureusement, il fait 4-1 à la touche. Donc j'ai même pris une petite photo de CD, c'était magnifique. 4-1 pour lancer pour sa touche, donc il fera aucun dégât. Sa comète à la magie avait pas fait grand chose. On avait fait quelques dégâts, mais pas beaucoup sur les menaces. Je crois que mes mangleurs ont pris 1 PV chacune, ce qui est pas beaucoup. Et ces long strikes, ceux qu'il avait laissés sur la table, auraient potentiellement pu faire un shot en face de héros. Malheureusement, il s'en est rendu compte lui-même, j'aurais même pas fait gaffe s'il me l'avait pas dit. N'avait pas de ligne de vue sur mon armée parce qu'il les avait cachés derrière son Star Drake. Le Star Drake a une aile immense, du coup ces long strikes ne voyaient rien. Ils n'ont pas pu tirer en face de héros. Et en phase de tir, il avait la vue que pour tirer sur un petit pack de Squigard pour qu'il a complètement séché. Mais c'est clairement pas la cible qu'il faut abattre dans ma liste. Donc en vrai, son T1, il a presque rien fait. Bon, il marque ses points, il fait sa tactique de bataille, mais pas grand chose. Et donc après, moi, je vais lui faire un double tour T1, T2 qui va presque le table rase. Parce que sur mon T1, j'avance tout. Donc mon armée est très mobile, même si c'est très aléatoire. Parce que mes mangleurs bougent de 3d6, mes packs bougent de 2d6. Mais entre le fait que je peux courir et charger, le fait que je peux ajouter 3 de mouvement à toute mon armée avec un CP, le fait que je peux faire courir une unité auto de 6 et quand même charger derrière, j'ai quand même un peu de stabilité. Et bon, j'ai aussi fait des gros jets. Je me suis projeté sur lui, et donc sur mon T1, je rase tous ces libérateurs qu'il avait mis devant. J'en tue 15. Ouais, je tue les 15. Et aussi 3 Etherwing qu'il avait fait venir. Et j'ignore complètement le Star Drake qui est en plein milieu. Je lui tourne autour. Et donc j'ai le double tour. Et en fait, je vais juste contourner sur Star Drake pour aller chercher tous les archers et les persos qu'il y a derrière. Et je vais même me payer le luxe d'aller essayer de tuer son Star Drake. Malheureusement, je vais le laisser à 2 ou 3 PV, je crois.
Et donc là, c'est le truc marrant. Donc je vous expliquais que mon Loon Boss sur la Mangler Squig, mon général, quand il tape, euh, il peut faire un mouvement de 2d6 après. Il peut se barrer. Et il faut qu'il finisse à plus de 3 pouces d'une unité ennemie. En fait, il faut qu'il se désengage. Et pas de chance, j'ai décidé de l'envoyer sur le Star Drake et je fais un double 1 sur mon mouvement, ce qui fait que mon Loon Boss va mourir sur mon T2 parce qu'il va rester au contact du Star Drake. Et bon, même si le Star Drake était très dégressif, un Loon Boss c'est 12 PV, sauvegarde à 4, s'est fait déchirer. Donc je perds mon général sur mon T2. Mais voilà, à la fin de mon T2, je crois qu'il lui reste un Libérator à 1 PV, qui était sur un pack de derrière qu'il avait fait revenir parce qu'il avait la possibilité de tirer 2 fois et aussi de faire revenir un pack. Donc il avait un Libérator à 1 PV et je crois que son Star Drake avec 3 PV. Et il lui restait un pack de Libérator et des Etherwing en FEP. Donc autant dire que c'était fini. Il fait quand même son T2 et son T3 parce qu'il aura l'initiative pour marquer des points, parce qu'il peut faire une tactique avec ses 2 unités en FEP. Enfin, il a joué pour faire des points, mais c'était fini. Sur mon T3, je le table rase complètement et on s'arrête là en comptant le nombre de points que je peux faire. Et ça fait, je sais plus exactement le score sur table, mais ça fait un 19-1 au total. Parce que voilà, il a quand même pu scorer un petit peu, notamment avec ses unités en FEP. Mais voilà, donc je pense que la grosse erreur c'était de prendre le T1, il aurait dû me laisser jouer. J'aurais impacté un écran, j'aurais pris l'objectif du centre. Et si lui derrière me met un double tour, je pense que c'est lui qui me table rase parce que mon armée elle est super fragile. Et la sienne elle est très létale. Donc voilà. Le fait que j'ai eu le double tour a complètement pillé la game et il pouvait pas se permettre de prendre ce risque en fait. Quitte à laisser le jeu du milieu, il fallait qu'il me laisse jouer en premier. Voilà pour ma première partie. Super. Après, c'est vrai que ton armée n'étant pas très représentée, ce que tu as pu jouer C'est ça. le manque d'expérience, je pense, permet aussi de Ouais, gagner bah des points. clairement. Alors moi je découvrais l'armée en même temps, mais elle est plus facile à jouer qu'à jouer contre parce que tu te rends pas trop compte de la projection qu'elle peut avoir cette armée. C'est que du mouvement aléatoire, c'est de la touche à 4+, du coup elle est très random. Mais quand tout s'aligne et que t'as un double tour, elle fait très 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 mal, mine de rien. Donc ouais, clairement l'effet de surprise, comme la semaine d'avant où j'avais joué Korn en tournoi, joue beaucoup. Quand tu joues une armée que personne connaît, forcément ça aide. En effet, en effet. L'adversaire fait plus d'erreurs que tu peux punir. Ah bah c'est sûr, entre réfléchir à ce que toi tu es capable de faire et réfléchir à ce que l'autre potentiellement peut faire vu qu'on connaît pas trop, C'est ça. puis on a toujours voilà, des fois des préavis sur des préjugés, je veux dire, Oui, sur on les se dit figurines. Glue Spite c'est nul, alors que finalement, bon, bah, ça reste une armée, quoi. Bon, même si c'est pas méta, ça fait mal, donc si tu lui laisses Exactement. l'opportunité de jouer, ça fait mal. Du coup, bah, grâce à cette belle victoire, toi tu te propulses tout en haut de la... Tu étais sur quoi? Table 2, table 1 sur le deuxième partie? Bah, table 1, ce que j'ai pas compris d'ailleurs, parce qu'ils étaient 2 à 20-0, et moi j'étais à 19, alors je sais pas trop comment ils ont fait les pairings. Ils faisaient ça à la main, mais je me suis retrouvé face à un mec qui était en 20-0 sur la table 1, alors qu'ils étaient 2 à 20-0. Mais comme ils étaient 2 Stéphanois à 20-0, peut-être qu'ils ont pas voulu les faire jouer ensemble. C'est possible, oui, tout à fait. Peut-être ça aussi. C'est possible, c'est possible. Moi je me suis retrouvé table 3. Table 3, c'est ça. Du coup, la première partie finie. Petite pause à midi. La nourriture fait sur place. On était conviés. Entre guillemets, c'est toujours intéressant d'avoir la nourriture comprise dans le prix. Malheureusement, c'est vrai que le goût n'était pas au. Voilà, tout le monde n'était pas très très heureux de ce qu'on a pu manger, car c'était très épicé. Et des personnes comme Adrien étant végétarien, malheureusement, on mangeait que du riz. Ouais, j'ai Voilà, mangé du riz blanc avec de la salade, bon, c'était pas la folie. Mais il y avait du vin rouge, ça a compensé un peu. ça compense exactement. On a repris ensuite, je crois, à 14h30 de mémoire, quelque chose comme ça. Non, 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 on a 14h, recommencé à 13h10, 13h, 10. Ah, 13h20. il me semblait qu'on avait commencé plus Ouais, tard. Bon, c'est moi qui étais fatigué. on a mangé de Euh, midi à 13 et on avait un peu de retard. On a fait ouais, 13h10, 13h20, je crois qu'on était sur table. c'est ça. Ce qui fait qu'on avait pris un peu de retard sur le planning, mais on était toujours dans les clous. Du coup, deuxième partie, on était sur le scénario avec 4 objectifs. C'était quoi déjà le nom? Butin de galet, Ah oui, 5 butin objectifs de qu'on galets. active. Ah oui, 5 objectifs qu'on active en croix. Et les Galatéanes comptent. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'objectif d'après. Non, C'est. ouais, juste on active au fur et à mesure. À part ça, il n'y a rien de spécial. Oui, voilà, c'est Bon, ça, c'est déjà beaucoup. exactement. C'est très Oui, spécial parce déjà qu'il comme faut scénario. à la fois savoir qu'est-ce qu'on active quand on est deuxième joueur et qu'est-ce qu'on n'active Baptême du feu en pas. même Le temps. baptême du feu, c'est un scénario qui est assez technique. Ouais, Manque d'expérience de ma part dessus. Je l'ai fait, je pense, une fois, peut-être deux. Et encore, les deux fois que j'ai dû le faire, je les avais fait sans activer les Proving Ground. Donc, c'est vrai que. c'est étonnant d'ailleurs parce que je te coupe.
on a fait un peu des statistiques au sein de nos parties entre notre groupe de joueurs avec ma team, tout ça. Et c'est le scénario qu'on a le plus joué et de très très loin. Euh, je pense que ce scénario, il est dans presque tous les tournois et on le fait souvent en amical parce qu'il est mine de rien assez basique une fois qu'on a compris son fonctionnement. Et c'est un scénario assez sympa, donc c'est celui que moi j'ai le plus joué et presque tous les gens que je connaisse, c'est le scénario qu'ils ont le plus joué. Eh Voilà. ben, ce n'était pas mon cas. C'était pas ton cas Non, apparemment, non, pas de chance. exactement, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, deuxième partie, moi je vais affronter un joueur qui s'appelle Bono, quelqu'un haut en couleur, très sympathique. C'est vrai qu'il peut être un peu fatigant euh, à la longue, mais on a passé une bonne partie. Lui, il jouait Ossiark, Bone Reaper. Alors, Ossiark, moi j'avais très très peu d'expérience contre. J'avais joué une fois en Hightone il y a longtemps face à une liste tir. Là, c'était une liste corps à corps complètement. Arcane, un Soul Maçon en général, un Lich Cavalos, 20 Mortec, 20 Mortec, 5 Canassons et 3 fois 3 Stalker. Donc c'est la première fois que je jouais cette unité-là. Et ben, je n'ai plus envie de les voir. Voilà. Il a Endless Spell aussi, mine de rien, Ah qui oui, sont importants dans sa liste. tout à fait. Il a les Jo et il a l'Endless Spell, je me souviens plus de son Le nom, Bounty aussi, Shrieker. qui empêche le ralliement, qui empêche l'immune bravoure et qui lui donne à lui plus un hit. Cet Endless Spell, il est 50 points, il fait le café, c'est un délire. Exactement. Donc c'est vrai que moi sur ma liste, le empêche ralliement ne m'a pas vraiment gêné parce que bah, j'ai une bravoure assez haute en Stormcast et du coup je n'avais pas des pertes, je perdais pas 10 mecs d'un côté en une seule fois. Et puis voilà, t'as des unités de 4 dragons. C'est ça. Même si t'aimes bien les Exactement. rallier, c'est pas non plus le plus impactant. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que quand il m'a présenté sa liste, je n'ai pas bien identifié les menaces et surtout identifié les bonus que peuvent donner les Ossiarques. Parce que le sous-maçon, il a un artefact qui lui permet d'avoir plus un à la blesse aux unités à 9 pouces. Le sort donne plus un à la touche. Et en fait, dans une sorte de château, on se retrouve avec des unités qui sont bah, 2+2+, ou 3+2+, selon le stade de base. Avec de la reine -1, voire -2, grâce au point de commandement qui On peut se voit donner. -3 pour les stalkers, hein. Les stalkers ils montent à Exactement. -3. Ouais. Exactement, voire -4, parce qu'ils sont en reine -2 de base, et avec l'ordre et leur posture, ça rentre en reine -4, ce que j'avais vraiment pas, moi, ça a joué contre moi. Du coup, bah, on se déploie sur ce scénario, je me déploie en château, lui se déploie en château. Sur cette partie, bah, beaucoup de difficultés pour moi de pouvoir jouer à plein potentiel à la magie, même si j'ai qu'un seul sorcier, il est que niveau 1, j'ai aucun bonus. J'ai besoin de mon bouclier mystique pour venir buffer mes dragons pour pouvoir être tanky. J'ai besoin de mon plus un blaze pour les rendre létales, parce que bah, j'ai aucune voilà, j'ai pas de buff de chasseur, quoi que ce soit. Je finis plus tôt, je le laisse commencer. J'active un objectif au milieu en me disant si jamais il avance tout dessus. Non, j'active l'objectif à droite parce qu'il a mis ses mortec au milieu. Je me suis dit ils sont assez lents. S'il veut aller chercher l'objectif avec, il va devoir s'étirer. Donc en plus, je le provine grande. Je me dis comme ça, moi, mes libérateurs qui sont juste à côté, ce sera plus facile. Il s'avance, il take les objectifs sauf celui-là. Il met son Lèche Cavalos en avant un peu en appât pour moi. Et du coup, à mon tour, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais, comment ça s'appelle, Against the Odds sur l'objectif qui était Provine Grande. Je le récupère. Malheureusement, c'est Mortec Guard, lui, ils sont en expert conquérant, donc ils sont trop nombreux sur le point du milieu. Et avec sa cavalerie, il a pris l'objectif de l'autre côté. Et moi, j'ai pas envie d'envoyer juste 4 dragons pour aller shooter 5 poneys. Donc, je m'avance un petit peu mon château en mettant les pieds sur l'objectif. Et là, je fais mon Provine Grande. Je gagne l'init. Ou je la perds. Non, je perds l'init. Il me la laisse. Et du coup, le seul choix que j'ai à faire, c'est bah, je peux pas rentrer dans les Mortec. J'ai ce héros qui est là. Bah, je me dis, vas-y, je vais essayer de le tuer. Je fais ma tactique Stormcast qui me demande avec 4 dragons de quoi, avec des dragons de tuer un héros. Je le désigne, je vais dessus. Donc lui il se met en heure de gloire, il avait le bouclier mystique. Je fais tout ce que je peux. Malheureusement, je le laisse à 1 point de vie. Donc j'ai pas bien roulé au tir avec les dragons. Mes dragons, ils ont tapé au maximum, mais il était en 2+, vu qu'il était en heure de base 3+, bouclier mystique, heure de gloire. J'ai pas réussi à passer au travers malheureusement, ce qui fait que je rate ma tactique et déjà je pars avec 2 points de moins, sachant que j'avais déjà 1 point de moins au premier tour parce que j'avais un objectif là où il y en avait 2. Et là j'ai compris la létalité en fait des Ossiarques parce que il a
passer tous ses buffs. Moi, je peux rien faire contre Arcane à ce niveau-là. Il a avancé son sous-le-maçon, ses Morsar Guard. Il a avancé ses Stalkers. Et on dit souvent que ça peut manquer un peu, entre guillemets, de patates à ce niveau-là. Mais le fait qu'il ait plein d'unités et que moi j'ai très peu d'unités, en fait, il m'a fait beaucoup de charges, qu'il a réussi ses charges. Et l'unité sur laquelle il activait, il augmentait sa reine de 1. Et quand on a 20 Mortec Guard en reine -2, avec le nombre d'attaques qu'ils vont pouvoir développer, sachant qu'ils sur des 6, ils font 2 touches, avec un buff sur des 5, ils font 2 touches, et je me suis fait piller 2 packs de Liberator directement. Et les Stalkers ont chargé mes dragons qui étaient allés tuer le Cavalos, que j'avais pu tuer au final à la phase de héros, à la phase de charge sur un piétinement, donc je m'étais libéré de cette menace-là. Mais malgré tout, 2 unités qui rentrent dedans. La première unité, il la passe reine -4. Moi, avec mon all-in def, je tank un peu, mais je perds 2 dragons. Et après, je tape dans l'unité en réponse, où là, lui, il fait relance des saves. Et du coup, même s'il s'en save à 4 de base, relance des saves, j'ai perdu beaucoup. J'ai pas énormément de reine, juste reine -1, sachant qu'en Petrifex, lui, il dégrade cette reine. Ouais. Du coup, mes dragons sont juste en reine -1, pas en reine -2. Mes chevaliers sont sans reine. Et voilà, je rebondis dessus. Le pack de 3, je le sors pas. Je crois qu'il lui en reste un. Et là, je suis dans une position très compliquée où j'ai perdu toutes mes lignes. J'ai 2 dragons de mort qui sont un peu excentrés sur le côté. En tuant les dragons, j'ai réussi à les ramener dans ma bulle de 12 pour la ward à 5. Et il me reste que 4 dragons derrière. Là, je me fais double tour. Il me sèche mes dragons qui sont à droite. Il re-rentre dans mes lignes. Mes héros sont exposés. Mes dragons sont tagués. À mon tour, je suis obligé de frapper dans ces Mortec qui sont malheureusement intuables pour moi parce que même si mes dragons sont en reine -2, ils sont pas experts, ils sont pas chasseurs de primes, ce qui fait que quand j'arrive à passer des saves sur ces saves à 4 relançables, je fais que dégâts 2. Et lui, ils sont 20, c'est ça, ouais, 20, donc j'arrive jamais à tomber le pack. Il en ramène à chaque tour 3, juste avec Arcane, il passe son sort pour en ramener d'autres. Et en fait, je suis englué mon château dans ces 2 packs de 20. Et en plus de ça, je n'arrive pas à taper que sur un seul pack parce que avec le fait qu'il tourne autour, qu'il soit nombreux, il les réanime du bon côté, du coup je peux jamais frapper dans un seul. Je suis englué, les tours s'activent, je peux pas aller chercher les objectifs qui sont dans son camp, je peux pas aller chercher l'objectif qui est de l'autre côté. Moi j'avais activé quand je me suis fait double tour chez moi, mais je le protégeais juste avec mon petit sorcier. Et malheureusement, de fil en aiguille, à la magie, la supériorité avec les +2, je crois qu'il a Arcane, fait qu'il va placer ses sorts, ou +3. Moi j'ai un seul PAM que j'essaye d'utiliser au bon moment pour enlever ses blessures mortelles, mais à un moment il va y arriver, il va passer sa Jo. La Jo, il va super bien rouler, il va faire un 14 je crois, 14 moins les 6 de mon Gardus. Sur un 2+, qui réussit, sur ma save à 5, ma ward à 5, ça suffit pas, il se fait manger, j'ai plus de ward. Au tour d'après, avec la Jo, il me mange le héros. Et finalement, on arrive tour 5, il me reste 2 dragons bloqués dans 40 Mortec. Et j'ai pas pu scorer grand chose. La partie était très très mal engagée. Et on finit sur un 10 pour moi, 26 pour lui. Donc voilà, j'ai rien pu faire. J'ai beaucoup réfléchi à cette partie et en fait, je ne sais pas comment je peux rentrer dedans et détruire ces sacs à PV. Je n'ai aucun bonus de magie, je peux rien passer parce que c'est trop fort. Et comment dire, la létalité qu'ont sorti, c'est comment ça s'appelle Stalker. Les Stalkers en reine -4, ouais. Dégâts 3, ouais. Même un dragon en save à 2, ça passe en save à 6. Et j'ai que 9 PV. Il y en a certains qui étaient dans la ward, d'autres pas, parce que malheureusement j'ai 12 de portée, j'ai pas 18. Donc très très compliqué pour moi. Bonne partie. J'ai vraiment appris à jouer contre, entre guillemets. Je sais que je ne jouerai pas comme ça la prochaine fois. Et surtout, c'est vrai que ces match-up, quand on a besoin d'un petit peu de magie contre des personnes qui ont beaucoup de buffs à la magie, en fait, j'ai un personnage qui ne sert à rien.
avec un artefact qui ne sert à rien et qui peut juste apporter ses 5 points de vie derrière et essayer de frapper avec son bâton. C'est un peu triste. Et de plus, je pense que le scénario m'aide pas trop parce que le fait d'être en croix comme ça, d'activer que sur deux trois objectifs au final, peut-être que sur une carte avec 8 objectifs ou 6 objectifs, j'aurais pu essayer de scorer d'un côté, le laisser dans son coin et puis juste jouer, entre guillemets, essayer de jouer des inhits et de prendre des points, quoi. Donc voilà, partie très difficile qui me met sur un 1-1. À toi. Bah moi de mon côté j'ai joué contre donc Scarpt qui est donc lui aussi comme ton adversaire Bono un joueur de l'équipe de Saint-Etienne. Du coup je le connais bien, on s'était déjà rencontré à un tournoi pas longtemps avant à Saint-Etienne justement. Donc c'était une super partie, on s'était un peu chauffé à midi parce qu'on savait qu'on allait jouer l'un contre l'autre. On savait qu'on allait se faire un petit duel de destruction parce que donc moi je joue Blue mais lui joue Iron Joe. Une liste assez classique, une double mot chat avec deux Warchanteurs, 6 cochons, 3 cochons, 3 cochons, 12 en tout, et Gorgontas. Et donc lui, sa petite particularité, c'est qu'il a rajouté 5 araignées gobelins. C'était marrant, il y avait des gobelins des deux côtés. Pour faire des petits écrans et une petite unité sur le côté pour les prendre un objectif. Et voilà, donc assez classique. Je pensais vraiment que j'allais me faire défoncer. Je connais très bien Iron Joe. Je voyais pas comment je pouvais m'en sortir. Mais bon, je commençais quand même à le chauffer en disant que j'allais lui péter sa gueule. Donc le même scénar que toi, forcément. Pour le scénar m'a rangé, notamment parce que lui n'a pas de vétéran de galet. Donc je savais que j'allais pouvoir l'embêter, parce que moi j'en ai plein. J'en ai 3 packs, ils peuvent revenir sur un 4+, un mi-effectif, mais bon, ça reste des vétérans de galet qui font leur taf. Je savais que j'allais pouvoir gratter quelques points là-dessus. Mais niveau létalité, je pensais qu'il allait me. Enfin voilà, je partais du principe qu'il allait m'exploser. Donc il a l'initiative sur moi parce qu'il a moins de pauses. Lui fait un déploiement assez classique. Il met tout devant quoi. C'est mon crochet caché derrière les cochons. Par contre, ouais, il a peut-être pas été assez. Enfin, je sais pas, son déploiement était ni très agressif ni très défensif, donc je savais pas du tout s'il allait prendre le T1 ou pas. Mais bon, je pouvais pas prendre le risque de. Enfin, pour moi, il allait me laisser commencer parce que s'il me laisse jouer, au maximum, je lui envoie une mangleur full boostée dans la gueule, elle lui tue 3 cochons et c'est fini. Le seul truc, c'est que ça l'embête un petit peu parce que donc Iron Joe, il a besoin d'être à plus de 12 de toute unité pour pouvoir bouger 2 fois. Donc voilà, j'étais pas sûr. Donc j'ai quand même fait un déploiement super défensif parce que donc lui, bien sûr, c'est Iron Joe, il peut aller où il veut sur la map au T1. Donc s'il veut me rentrer dedans, il me rentre dedans. Donc j'ai fait 2 cordons avec mes Squigard et tout derrière. Euh, voilà, parce que je voulais pas perdre mes menaces au T1 quoi. Donc il prend le premier tour. Je pense que c'est une erreur, on en a beaucoup reparlé après, parce qu'encore une fois, il s'est ouvert à un double tour. On verra si je l'ai eu ou pas après. Donc il prend le T1, il me rentre dedans avec le pack de 6 cochons et le pack de 3. Il y a un pack de 3 et le reste assez défensif derrière. Ce qui est assez classique quand on joue Iron Joe, faut pas tout envoyer dedans. On envoie une première vague pour péter les écrans. Après, on laisse le mec se démerder parce que mine de rien, 9 cochons, ça reste quand même 45 PV en sauvegarde à 4 à tomber, c'est quand même solide. Et après, il y a la deuxième vague qui arrive. Le problème, c'est que donc il me tue mes écrans et derrière, avec son mouvement, quand il jouait en Bluetooth, l'allégeance des Gorgonta, et après avoir tapé, les Gorgonta ils peuvent soit se déplacer, soit recharger. Et donc il a chargé avec ses unités dans toute mon armée, ce qui était prévu. Hein, je savais qu'il allait faire ça, mais je pouvais rien faire contre avec la toute petite zone de déploiement qu'il y avait et mes gros socles d'araignées, de mangleurs, j'ai pas le choix. Donc il m'a séché donc mes 24 squeaks devant et il a chargé dans toute mon armée. Ce qui fait que globalement j'étais engagé avec tout sauf avec un petit pack de 10 cavaliers, les Boeing grottes là sur le côté. Et donc après c'est mon T1. Et donc très étonnamment, je pensais pas du tout que ça allait le faire. Sur mon T1, j'ai réussi à lui sécher ces 9 cochons qu'il m'avait envoyés. Et j'ai même réussi à aller en impacter 3 autres, donc les 3 derniers qui étaient sur l'objectif, et en sécher un. Donc j'ai tué 10 cochons sur mon terrain, je pensais vraiment pas que ça allait marcher comme ça. Ça l'a surpris lui, mais j'étais le premier surpris aussi. Je pensais pas que ça allait marcher si bien. Ce qui fait qu'à la fin du terrain, je suis super bien parce que donc lui, il a pas scoré de primaire parce que donc comme il a joué en premier, c'est moi qui ai pu activer et mettre le baptême du feu sur un objectif. Euh, Comme il n'a pas de vétéran de galet, il a marqué aucun point d'objectif. Il a fait sa tactique. Et sur mon T1, moi j'ai full scoré parce que donc j'ai réussi à mettre des vétérans de galet sur l'objectif grâce à
à mon décor qui en a fait respawn un sur un 4+, un des deux packs qui m'avait séché. Donc j'ai pu reprendre l'objectif. Donc j'étais super bien sur mon terrain, j'ai tout marqué, j'ai tué 10 cochons, enfin, c'était la folie. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas l'initiative T2. Parce que là, je pense que c'était comme la première game, j'aurais presque table rasée sur le double tour. Parce que je pouvais impacter ces deux Mokrocha avec toute mon armée, c'était fini. Donc il a l'initiative, mais il va pas réussir à me faire très mal, notamment grâce à mes Endless Spells, que je vais déplacer pour empêcher ces Mokrocha de rentrer dans mes menaces. Qui va sécher Scaver Respawn sur l'objectif, un pack de cavaliers, mais c'est pas grand chose. Et encore une fois, comme c'est lui qui va prendre l'initiative T2, je vais pouvoir activer mon objectif, mettre un vétéran de galet. Non, j'en ai pas mis au T2 parce que ça me servait à rien. Ce qui fait qu'il va pas scorer beaucoup. Et derrière, sur mon T2, je vais lui faire très très mal. Je crois que je lui tue une Mokrocha et ses derniers cochons. Donc en fait, il lui reste une Mokrocha, ses araignées et les deux Warchanters en arrivant au T3. Il a encore l'initiative, mais sa Mokrocha, elle doit taper dans un écran. Globalement, il fait pas grand chose. Il arrive à scorer un petit peu, mais c'est pas énorme. Et après, il se passe pas énormément de choses sur le T3, T4, T5. Globalement, ça va être un jeu de positionnement pour aller prendre les objectifs. Et je vais le table raser vers le T5. Donc, je crois que début T5, c'est moi qui nettoie. J'ai double tour T4, T5. Et j'arrive à le table raser là-dessus. Parce que bon, quand même, il m'avait fait mal. Parce que même si il avait les inits, il avait plus grand chose. Une Mokrocha, ça sèche tout ce qu'il trouve dans mon armée. Donc, dès qu'il chopait un truc, il le déglinguait. Donc voilà, une game très surprenante. Je pense clairement, là encore, on en a parlé après la partie avec mon adversaire qui devait me laisser le T1 avec ses deux packs de cochons, voire d'araignées devant, et ses Mokrocha et le pack de 6 cochons derrière bien à l'abri pour que je puisse rien lui faire. Et si lui a le double tour, pareil, il me fait tellement mal que je m'en remets pas. Donc, et surtout, il aurait pu scorer des primaires s'il m'avait laissé jouer en premier, ce que là, il a pas pu faire. Ce qui lui a coûté cher parce que pareil, j'arrive à lui mettre 19-1, toujours pas de 20-0. Toujours pareil, il arrive à gratter des points. Donc voilà, une partie assez rapide. Je crois qu'on a joué 1h30 ou 2 heures. On a fini super, super vite parce que forcément, nos deux armées sont faites pour se rentrer dedans et se faire mal. Donc on s'est fait mal. Une belle Et victoire. moi, belle victoire. Ouais. Ah, j'étais très surpris. Hein. Bon, il a fait une grosse erreur de jouer en premier. Mais mon T1 était scandaleux. Je sors 50 PV de cochon alors que toute mon armée est engagée. Et moi, j'ai des bonus quand je charge. Donc vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je pense que lui non plus. Ouais, mais le pire, c'est que j'ai pas eu énormément de chance. Enfin, je veux dire, au dé, c'était normal. Il n'y a pas eu de jet Oui, de t'as dé pas complètement roulé scandaleux. très haut, ça a juste Bon, été stable, quoi. c'est juste en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point mon armée a plein de sources de dégâts. Entre ma magie qui fait quelques BM, euh, toutes mes menaces qui attaquent, etc. Ça fait beaucoup, beaucoup de saturation. Et voilà, 50 PV en un tour, c'est tombé. Eh ben, belle victoire en effet, ce qui te propulse Ouais, du coup sur la table numéro 1 en finale. ouais, j'étais premier avec un point d'avance sur Bono, celui que t'as Tout affronté. à fait. Je vais me retrouver contre lui en finale. Exactement, qui lui aussi part table numéro 1. Le petit souci, je dirais, du deuxième tour, c'est qu'il s'est fini très tard. Il y avait une table qui a pris beaucoup de retard et Ouais. malheureusement qui a décalé tout le déroulement de l'événement encore plus tard. Et c'est vrai que quand un planning est donné, on prévoit tous du coup de s'adapter par rapport à ça. Et la nuit est vite tombée, outre le fait de discuter avec tout le monde et de voir le temps passer. Je pense que beaucoup de personnes, vu que c'était un dimanche qui faisait nuit, avaient des activités prévues. Un petit point négatif peut-être pour le déroulement du tournoi, peut-être savoir mettre fin à certaines parties un peu plus tôt. Déjà, le truc, c'est qu'ils s'étaient trompés dans leur planning. Ils avaient mis la game 2 de 13h à 15h au lieu de 13 à 16. Ils avaient, en fait, sur leur planning, il n'y avait que 2 heures pour la deuxième partie, ce qui n'était pas possible. Partie en 2 heures, c'est trop compliqué. À la limite, 2h30, c'est faisable, mais 2 heures, c'est pas possible. Une Et donc partie là, à on l'a fini à contrainte. 16h40. On l'a fini à 16h45, je crois, la deuxième. Donc, sur le planning théorique, qui n'était pas tenable parce qu'ils s'étaient trompés, mais on avait déjà presque 2 heures de retard. C'était Tout à fait. compliqué. Tout à fait, tout à fait. Du coup, toi tu montes table 1, moi je passe table 4, mais qui est en fait, quoi, 3, mais qui est la 4 parce qu'ils ont échangé la 1 et la 7, j'ai pas trop Ouais, ils ont compris ce qu'ils ont échangé. fait. Ouais. Bon, c'était Euh, pour tourner un peu parce que nous on avait déjà joué sur la table 1 avec Bono. Du coup, enfin moi j'ai déjà joué sur la table 1, du coup ils m'ont envoyé table 8, je crois, table 6 pour changer Table les 6, tables oui, quoi. c'est ça. Ouais. Moi je suis resté sur la même table. Du coup, avec Ah, ce, bon. ce changement en cascade. Voilà.
Joueur 3, donc moi j'ai affronté Blackout, première fois que j'ai rencontré ce joueur, super sympa, il joue Sylvanette, et du coup dans sa liste, qu'est-ce qu'il a de beau? En Heartwood, avec un arc revenant, une branch wish, un Warsong avec le trait de commandement qui lui permet de chanter dans les arbres, et un Spirit of Durtu avec la grosse épée qui lui rajoute des attaques. En ligne du coup 6 Kurdos, Tri revenant, et Revenant Seeker. C'est les libellules là qui permettent de réanimer des Kurdos. Avec bien sûr le sort persistant qui donne le plus 3 courses, plus 3 charges, non, plus 3 mouvements, plus 3 charges. Et le deuxième sort persistant qui est la tête d'insecte là qui doit faire des blessures mortelles, mais je l'ai pas vu. C'est ça. Je l'ai pas vu. Ça fait des blessures mortelles aux unités non Sylvanette et ça soigne les unités Sylvanette. Ah Ça oui, fait voilà, des c'est ça. 3 autour de lui. Mais je l'ai pas vu la partie. Je crois qu'il y a un jet de dés avant, peut-être un 2+. Oui, c'est possible, c'est possible. Du coup, une liste. Moi, j'ai déjà joué contre Sylvanette. Je connais le fonctionnement. De toute façon, on me dit qu'on a joué une fois, on connaît le fonctionnement de je buff une unité si j'y arrive et je l'envoie dans la tête d'en face. Je frappe et je m'en vais. Ce qui permet de faire des dégâts en face sans en récupérer et donc de pouvoir fatiguer l'adversaire et au tour 5, en tout cas, gagner la partie. Souvent, on ne gagne pas de beaucoup, mais on gagne. Voilà, donc sur ça, j'étais pas trop inquiété dans le sens où je m'étais dit, vis-à-vis de ma liste, je fais des écrans et ils vont mourir, c'est pas grave, mais je vais les mettre dans ma bulle et plus longtemps ils tiendront, mieux ça sera. Et sur un double tour, 12 de dragon, je suis dans son château d'arbres, je l'enferme et du coup, ne pouvant plus utiliser les capacités de ses décors parce que je suis dessus. Avec tous les points de vie que j'ai en dragon, je pense pouvoir tenir et gagner au score. C'est ce que je me dis. Sauf que tombe le scénario et on est sur le scénario qui fait que les vétérans de galets, quand ils meurent, donnent 2 points de primaire. Et s'ils contestent un objectif, un troisième. Le nom, je ne me rappelle plus, c'est. Celui-là, c'est le fort et le rusé en français. Un truc comme ça. Très bien. Voilà. Mighty and the Cunning. C'est ça. Et moi, sur ma liste, je suis très triste parce que j'ai 3 unités de vétérans, ce qui fait que je donne minimum 6 points, 9 si jamais ils sont sur des objectifs. J'ai Lord Stormcast unique qui me permet de ramener à la vie une unité en plus, du coup 2 points de plus et un. Donc voilà, je suis triste. Et lui, sur sa liste, il n'a que 2 unités de vétérans parce que les Kurdos ne sont pas vétérans vu qu'ils ont plus de 4 points de vie. Donc déjà, je me dis, je pars avec un gros désavantage. Je sais pas trop comment je voulais gérer ça. Au final, je me suis dit, c'est pas grave. Prends les points qu'il y a à prendre. J'essaierai de gagner des points ailleurs. Et je peux pas lutter contre. Par contre, ne pas ramener d'unité à la vie, je me suis dit, c'est peut-être mieux parce que déjà, 6 points, voire 9, ça suffit. Peut-être pas 3 de plus. Du coup, une partie très tricky de mon côté. Déploiement très simple de mon côté, en château, je mets mes libérateurs devant, les dragons derrière, voilà, très bien. Lui de son côté, pareil, il se déploie dans son arbre, au fond de sa caverne. Qu'est-ce qui se passe sur l'init? J'ai moins de pause que lui, du coup, je lui la laisse. Il s'avance un petit peu sur les objectifs, il tag 2-3 trucs. Il est trop loin pour pouvoir réussir sa charge et partir par rapport aux objectifs. Du coup, pas de létalité de ce côté-là. À mon tour, je m'avance sur les objectifs, je les retag, je les reprends. Et on arrive sur une égalité 5-6. Comment il marque un point de plus? Je sais plus. C'est pas bien grave. Il t'a pas tué une unité? Ah si, justement, oui, c'est ça. Oui. Il me tue une unité de vétéran, ce qui fait qu'il il prend les 2 points dessus, mais j'étais pas, je devais pas être à portée pour mettre le point de plus. On fait l'init. Là, malheureusement, c'est lui qui la gagne. Du coup, il était un peu avancé. Il me re-rentre dans mon château. Je repère des unités de vétérans de galets, ce qui fait qu'il marque 8 points. Donc 6 points au premier tour de son côté, 5 du mien, 8 du sien. Et à mon tour, je vais rater ma tactique de bataille qui est œil pour œil sur ces libellules où j'en laisse une à 1 ou 2 PV malheureusement. Et à la fin du tour, elle se resoigne. Ce qui fait que je fais un tour que à 3. Très triste. Mais je me dis, c'est pas grave, je peux remonter au tour d'après. Malheureusement, je ne vais pas regagner l'init. Il va faire un tour à 3
car je suis sur les objectifs avec mes dragons, je suis sur l'objectif avec mes héros, et il me reste que un libérateur d'un côté, un pack de 5 de l'autre côté, et j'essaye combien que mal d'essayer de protéger les 2 points de vie qui restent d'un côté. Sur ce tour-là, il va marquer que 3 points, là où moi je vais marquer mes 5 standards, ce qui me permet de revenir un peu au score. Et dans cette phase-là, le plan qu'il avait prévu, c'était avec son dur-tu de venir tuer mon unité de ligne, sauf que malheureusement, avec son gros socle, un redéploiement que je fais, il va pas pouvoir les tag avec toutes ses armes, il va mal rouler de ce côté-là, et il va me rester un point de vie ou deux sur mon unité. Il l'a par contre chargé aussi avec ses cœurs d'os faux, et donc il doit faire le choix entre qui est-ce que je pars, est-ce que je pars avec les dragons, est-ce que je pars avec son héros. Il va partir avec son héros, me laisser les dragons dans les cœurs d'os, et à la fin de l'engagement, il va me tuer, je crois, 2 dragons, mais moi, il lui reste plus qu'un seul cœur d'os. Malheureusement, je vais pas réussir à rouler mon 6 pour pouvoir lui manger, car si à ce moment-là, j'arrive à rouler le 6 et lui manger l'unité, il ne lui reste plus que son héros en force de frappe, parce que c'est pas ces petits sapins qui se téléportent à gauche à droite qui vont pouvoir faire la différence. Et le flûtiste, malheureusement, vu qu'on se bat au milieu du terrain et que lui, il est assez loin, quand il souhaite utiliser les décors pour jouer de la musique, ça suffit pas. Il tag à chaque fois peut-être une unité, maximum 2, mais pas grand chose. Moi, mes dragons sur les 4 plus, ils ignorent la magie en plus, donc ils performent pas à ce moment-là. Et là, malheureusement, l'init tour 4 est super importante. Si je la gagne, je peux juste à la phase de tir avec mes dragons lui sécher son cœur d'os, m'avancer dans son château, le bloquer complètement, et du coup pouvoir scorer tous mes tours tranquillement, et lui empêcher ses tactiques un maximum et bloquer. Sauf qu'il va gagner l'initiative, il va retreat son unité, ça son seul cœur d'os, il va avec ses libellules en ramener un, ce qui fait 2, il va passer son sort, ce qui fait 3, fatigant, honnêtement, fatigant, et du coup faire juste 3 points sur le tour d'après. Là, où malgré tout, ce double fois 3 points fait que les points d'avance qu'il avait, moi je vais pouvoir les rattraper petit à petit. À mon tour, je rallie un dragon, donc ils étaient 2, ils passent à 3. Et je dis, j'ai pas le choix. Si je veux être sûr de pouvoir remporter la partie en réduisant le score, il faut que je rentre dans ce château. Du coup, j'avance tous mes dragons, j'avance toute mon armée, mes piétons, mes héros, j'avance tout ce qui me reste, sauf ce qui va pouvoir me permettre à la fin de réduire le score. Le seul libérateur qui me restait, que je rabats tout au fond de la map, il court le petit piéton. Et je peux me positionner pour le bloquer. Je fais des tirs, je satellise sa libellule au tir, ce qui était ma tactique de bataille, œil pour œil, et ainsi pouvoir, basculer sur l'initiative. Et je me dis, si je la gagne, je suis bien. Malheureusement, je ne vais encore une fois de plus pas la gagner. Je suis du coup toute mon armée devant sa forêt. Son flûtiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer son sort, il va rouler un 12, ce qui fait qu'il va faire 13 dés. Et là, c'est le début de la fin. Mes héros vont voler, mes libérateurs vont voler, mes dragons vont voler. J'arrive malgré tout, avec quasiment plus rien sur le terrain, à mon tour rentrer dedans, lui bloquer ses héros, lui bloquer ses unités. Il est enfermé chez lui, mais bonus entre guillemets qu'ont les Sylvanettes, c'est qu'ils ont des tactiques de bataille qui sont facilement faisables, ce que je n'avais pas entre guillemets pris en compte. Et il va pouvoir, avec une tactique de bataille Sylvanette qui est de tuer une unité à la magie, donc son flûtiste il va pouvoir y arriver au tour 5, à me tuer mon petit clampin qui restait. Pareil, à tour 5, je n'ai pas l'init. Si j'ai l'init, je peux, une fois de plus, je pense, lui finir sur quoi on était engagé, parce que c'est cœur d'os. À ma phase de combat, je crois qu'il en restait plus que 2. Il va pouvoir, avec le sang, en ranimer un 3e. Super chiant. Bon, voilà. Final, on finit sur un 25-28. Vraiment très très serré. C'est 2 points qui auraient pu vraiment basculer complètement si à l'init je la gagne au tour 3 ou au tour 4 ou au tour 5. Donc comme quoi ça joue pas grand chose. Je lui ai donné beaucoup de points de primaire avec mes unités de libérateur, mais le fait que la toute dernière se barre à 1 point de vie, il rate sa grande tactique qui était de tuer toutes mes lignes, de tuer toutes ses lignes. Moi je fais pas la mienne qui était de tuer toutes ses lignes aussi, parce qu'il lui reste un cœur d'os faux je crois à la fin.
mais on est plutôt équilibré et j'ai réussi à récupérer ces tréants qui se téléportent avec des unités de tir avec mes dragons, donc j'ai pu compenser sur ça. Très belle partie, je pensais vraiment partir avec un gros point négatif vu que j'avais plus de points de vétéran que lui et qu'en plus il allait pouvoir jouer la carte parce qu'on est sur pas mal d'objectifs avec ses téléportations et que moi je veux rester avec mon château. Donc très content, je sais que ça peut vraiment se polariser dans l'autre sens si je gagne l'init. Super partie, triste de finir sur un 2-1, mais malgré tout, très content d'avoir pu jouer contre un joueur sylvanette qui a bien joué et qui on s'est vraiment donné coup pour coup dessus. Voilà, vraiment bonne partie. À Cool. toi. Du coup, moi, j'affrontais Bono, donc je vais pas refaire sa liste en détail, c'est la même que toi, hein, enfin, que ta partie 2. Oui, il n'a pas Donc, changé entre temps. notamment deux, il n'a pas changé, non. Donc, Arcane, 2x20 Mortec et 3x3 Stalker avec les Endless Spell, etc. Donc, même problème que toi sur ce scénar. Il a 2 unités de vétérans qui sont très dures à tomber en plus avec mon armée. Et moi, j'en ai 3 unités qui peuvent rip-up. Donc, c'est la merde. Je vais lui donner beaucoup de points, je le sais. Mais je me dis que voilà, nos armées sont tous les deux des armées pas très méta, même si aussi Arc c'est peut-être en train de revenir un petit peu avec les derniers buffs. Ça peut être une belle partie. Puis je connais bien Bono, on s'est souvent croisés, même si on n'avait jamais joué l'un contre l'autre, mais on s'était souvent croisés en tournoi avec les Stéphanois, donc je le connais pas trop mal. On s'est bien amusé pendant cette partie. Voilà. Premier jet de dés, je le gagne, c'est important parce qu'on était tous les deux en 9 pauses. Donc ça va me permettre d'avoir le choix de l'initiative. Euh, on se déploie, pas grand chose à signaler. Tous les deux de manière assez défensive, mais tout devant quand même, avec des écrans. Du coup, je lui laisse le T1 parce que lui, il a clairement pas la mobilité pour m'impacter. Et s'il met ses gros packs de Mortec qui comptent pour 3 sur les objectifs, il se met vraiment. Enfin, je pourrais vraiment l'impacter dans tous les sens, donc il pourra pas se le permettre. Donc je sais qu'au pire, il va mettre 5, 6, 7 mecs sur les objectifs. Mais moi aussi, j'ai des vétérans qui comptent pour 3, donc je me dis qu'il n'y aura pas de problème pour reprendre les objectifs. Et je vais aussi mettre un baptême du feu sur un objectif qui est tout à gauche, où lui n'a pas de vétéran de galette de ce côté-là, il a que ses cavaliers. Du coup, ça fait que ses cavaliers servent un peu à rien sur le flanc où il les avait mis. Donc il fait un T1 très très conservateur, il met tous ses buffs. Alors là, moi aussi, j'ai le même problème que dans ta partie contre lui. J'ai une armée qui nécessite quand même de passer quelques sorts pour avoir des synergies. Le -1 pour être touché et ma course s'écharge. Et contre Arcane, je vais pas en passer beaucoup dans la partie. Et lui, à l'inverse, va passer beaucoup de ses sorts, même si voilà, j'ai quand même de la dispel à +1, en plus j'avais un décor ésotérique, donc j'avais un peu de +2, donc voilà. Je vais un peu l'embêter à la magie, mais pas grand chose non plus. Surtout que voilà, il y a son petit perso aussi qui peut passer un sort qui est indispellable avec son action héroïque. Donc voilà, à la magie, c'est quand même lui qui va dominer. Voilà, donc il fait un tour 1 très défensif. Très étonnamment, il ne prend qu'un seul objectif. En fait, il pouvait en prendre 2 très facilement en avançant des Mortec de 1 ou 2 pas de plus. Mais je pense qu'il voulait pas les prendre pour pas que je puisse avoir 3 points en tuant son unité. Et ce qui fait qu'en fait, il va faire un tour avec que 4 points, parce que donc il aura un objectif plus que moi et sa tactique, et pas 5. Donc j'ai trouvé ça très étonnant qu'il n'aille pas chercher ce 5e point en mettant une petite unité avec un pass dans l'objectif. Bon, pourquoi pas. Moi, je fais un T1 pareil, assez défensif. Comme j'ai pas passé mon sort pour course et charge avec des 3 unités. Ah si, je l'ai passé d'ailleurs. Oui. Mais je l'ai passé que sur une unité, parce que c'est des 3 unités, donc j'ai qu'une unité qui peut courir et charger. Du coup, je fais un tour très simple. En gros, cette unité-là, donc était une unité de 10 cavaliers sur Squig. Je vais l'envoyer comme une bille en course auto, etc. sur un de ses flancs. Et le reste, je vais avancer tranquillement mon château en jouant très défensif, parce que donc j'avais pas la portée pour être agressif sur son château. Et donc mon unité de 10 va pas faire grand chose, je l'envoie sur 3 stalkers. Je pensais quand même en sortir 2, peut-être 3 sur un malentendu, je vais en sortir qu'un seul. Entre mes BM d'impact qui n'ont pas fait grand chose et le fait qu'ils soient en sauvegarde à 4 reroll, je vais pas faire grand chose. Mais voilà, ça va me permettre de lock un petit peu son unité, parce que lui en retour il m'en tue que 5, c'est déjà pas mal quand même, mais parce que c'est quand même 2 PV chacun. Ce qui fait que voilà, j'ai un peu lock 3 stalkers et puis il y en avait 3 autres derrière qui du coup pouvaient pas trop bouger. Donc ça va me permettre de le fixer un peu sur un flanc, avec l'autre flanc qui sert à rien parce qu'il y a ses cavaliers qui peuvent pas prendre l'objectif. Tout va se passer au milieu.
Et du coup, voilà, on arrive sur l'initiative T2 qui est très marrante parce qu'on voulait tous les deux la gagner pour la laisser à l'autre parce qu'on était tous les deux très défensifs. Lui avait tous ses buffs défensifs. Moi, j'étais resté assez avec mes écrans devant. J'ai de la chance, j'ai la gagne, donc je le laisse jouer. Donc, il va faire un tour, encore une fois, un peu vide. Il va sécher Non, même pas, d'ailleurs, il va pas sécher mon unité de 5. En tactique de bataille, il va dire qu'il doit tuer mon unité de 5, là, qu'il avait chargé. Et avec le reste de son armée, il va commencer un peu à me rentrer dans mes écrans, mais tranquillement. Et mon unité de 5 va survivre à 1 PV. Donc je vais lui faire rater sa tactique, mine de rien, ce qui va être assez impactant niveau scoring. Et voilà, il commence à taper dans mes écrans. Et d'ailleurs, il fait un move assez ballsy, je trouve. J'avais mis mon décor de faction qui me permet de faire respawn mes unités très en avant. Parce que d'ailleurs, je comptais pas faire respawn mes unités parce que mes unités sont des vétérans de galets. Donc si je les fais respawn comme toi, je lui donne plus de points. Donc je l'ai mis très en avant pour que son seul monstre, c'est-à-dire Arcane, soit tenté de venir le péter. Et c'est ce qu'il va faire. Donc il y a Arcane qui va arriver sur mon décor de faction pour essayer de le péter, il va y arriver. Du coup, j'ai toute mon armée qui va pouvoir taper sur Arcane. Mais le problème, c'est que ça va beaucoup rebondir, donc je vais pas lui faire beaucoup de dégâts. Et voilà, après, globalement, je me souviens plus très en détail ce qui va se passer au T2, T3, mais globalement, ça va être un combat assez paquet. Toute mon armée qui va taper dans ses Mortec. Et voilà, le même problème que toi, c'est que ça tank énormément en 4 plus reroll. Moi, j'ai que de l'arène -1 dans toute mon armée, à part quelques attaques en -2 sur les manglers. Ce qui fait que, comme il l'ignore, je lui fais presque aucun dégât. Et globalement, il y a mon flanc gauche avec mon araignée qui va beaucoup souffrir face à ces 20 Mortec et 3 Stalkers, et je vais perdre ce flanc gauche. Mais sur le flanc droit, ça va mieux se passer. J'ai mes 2 Manglers, notamment celle qui peut taper et se barrer après, qui va lui sécher à chaque tour un pack de 3 Stalkers. Et ça va faire que la partie elle est super serrée. Je crois qu'on arrive au T4, T5 et au score on est à peu près pareil. Euh, Lui, il a réussi à me sécher mes vétérans de galets, mais à chaque fois, je faisais en sorte qu'il ne soit pas sur les objectifs pour donner que 2 points. Moi, j'arrive à lui tuer un pack de Mortec vers le T4 qui était sur un objectif, donc je gagne 3 points. Et voilà, donc tout va se jouer à quelques points jusqu'au T5 où j'ai l'initiative. J'ai enfin mon double tour parce que j'ai pas eu un double tour de la partie, ce qui m'aurait permis de prendre un petit peu d'avance. Au T5, j'ai mon double tour, mais j'ai plus grand chose sur table. Donc je vais quand même gratter tous les points possibles. J'arrive à reprendre presque tous les objectifs. Je crois que j'ai les 4 objectifs à la fin de mon T4. Et lui, il lui reste pas grand chose sur table. Mais malheureusement, il a encore quelques points d'avance. Et lui, il peut faire sa grande stratégie, qui est de tuer toutes mes lignes. D'ailleurs, il l'avait déjà fait depuis un moment. Alors que moi, ma grande stratégie, c'est d'avoir plus d'unités chez lui. C'est d'ailleurs une erreur dans la liste. Je sais pas pourquoi il m'avait mis ça dans la liste. C'est pas très facile à faire pour moi. J'ai pas tant d'unités que ça et elle meurt vite. Du coup, je vais pas réussir à la faire. Et lui va faire sa grande stratégie, il va réussir à faire une tactique au T5, alors que moi j'en ai raté une au T4 parce que j'ai rebondi sur un pack. Ce qui fait qu'il va gagner la partie de 2 points sur table, je crois, ce qui fait un 11-9. Avec une initiative vers le T3, T4, je pouvais sûrement la gagner 12-8 ou un truc comme ça. Mais voilà, c'était une super partie. Ça s'est joué au point près. Nos deux armées avaient assez peu d'outils pour taper l'autre parce que lui tapait dans mes écrans. Moi j'avais ma Mangler qui tapait, qui se barrait. Il avait pas beaucoup de mobilité, ce qui fait que je lui tournais autour. Donc voilà, une partie très sympa qui était accrochée jusqu'au T5. Malheureusement, je la perds de 1 point. Et il fallait que je fasse 10-10 pour gagner le tournoi, parce que donc on était tous les deux premiers avec beaucoup d'avance sur le troisième. Et j'avais 1 point d'avance sur lui au classement général. Donc avec un 10-10, je gagnais le tournoi. Et malheureusement, je perds 9-11, donc il me passe devant. Et c'est lui qui va gagner le tournoi. Oui, Donc voilà, très triste en effet. pour ma partie. Ouais, Tu bien finis déçu. du coup deuxième donc derrière Bono sur une partie serrée. C'est ça. Assez intéressant Ouais. de voir une finale quand C'était même génial. Ouais. aussi arc Gloomspite Gate. Oscar Gloom, ouais, c'était assez inattendu comme finale. Non, Avec c'est toutes les sûr. listes qu'il y avait dans le tournoi, Iron Joe, Stormcast, Sylvanette, c'était assez Oui, inattendu. il y avait des belles listes, en effet, un peu de tout. Quand on voyait la létalité de certaines listes, on se disait que bon, ça pouvait peut-être rigoler dans un sens ou dans un autre. Super finale. En plus, vous avez fini un peu dans les derniers, du coup, tout le monde a pu regarder en se disant tiens, Oui, qu'est-ce qui se il y avait tout passe? le monde autour de notre table à la fin, était un peu en retard, je crois. On a pas Oui. joué En plus, on a beaucoup parlé, ce qui fait que la partie était longue. Mais je crois qu'on n'a pas tant dépassé que ça des 3 heures. Non, Mais je pense on a pas, pris notre mais temps. c'est vrai On a bien que joué, ouais. oui, c'est ça. De toute façon, au point où on n'était plus à 5 minutes près, comme on dit. C'est Oui, sûr. non, très belle partie. Du coup, toi, tu finis deuxième. Moi, je me retrouve au classement final septième. Septième, qui, bah, comme j'ai expliqué sur la Game 3, aurait pu être plus haut. Mon adversaire a fini, lui, cinquième. J'aurais pu prendre sa place éventuellement. Mais Je voilà, comprends. toujours intéressant. Toujours C'est la intéressant, vie. toujours intéressant. La vie En des effet. initiatives.
Oui, c'est ça, exactement, exactement. Et bien, bon, en tout cas, bon dimanche, bien chargé en émotions. Qu'est-ce que moi j'en ai retenu? Et ben, en tout cas, de ne pas se tromper déjà quand on fait des listes, parce que je pensais être un one drop, j'ai pas mis le bataillon sur ma fiche, du coup j'étais en cette pause. Ça change Euh, pas mal de choses, ouais. Ça change pas mal de choses, mais du coup, ce qui était Et ça permet de marrant, réfléchir, comme tu l'as dit, ouais. exactement, parce qu'au final, mon premier adversaire avait 8 pauses, mon deuxième adversaire avait 8 pauses, mon troisième adversaire avait 9 pauses, je crois, un truc comme ça. Ce qui fait que, bah, au final, jouer avec des pauses élevées peut ne pas être finalement si négatif que ça. Ouais. Souvent, je me positionne sur le bataillon, quoi, j'essaie de me positionner sur le bataillon one drop en me disant, bah, j'aime bien. C'est pas que j'aime bien, mais c'est plutôt la facilité de se dire, voilà, c'est moi qui choisis si je suis attaquant-défenseur selon les, entre guillemets, les terrains et pouvoir se déployer en une fois et donner l'initiative. Mais au final, bah, je l'ai toujours donné, ce qui a été où je l'ai prise quand j'en avais besoin, mais je pense pas que c'était des éléments qui soient qui ont été si impactants que ça sur les parties. Et peut-être avoir un bataillon chasseur de primes face à Bono m'aurait permis C'est sûr. voilà, de polariser la partie dans mon sens, parce que quand sur un pack de 20 j'en laisse que 7 Ah oui, sur de, les Mortec, les sur les dragons en Monk Mortec, Hunter, ouais, ça tout à change tout, fait. ouais. S'ils sont dégâts 3, bah, au final, le pack saute et bah, il peut pas les ramener à la vie, et ainsi de suite. Donc, à l'avenir, basculer tant que ce bataillon existe, peut-être sur un 3 pauses avec 2 packs en chasseur au minimum. Parce que c'est vrai que dans un deuxième point, j'ai voulu mettre en défenseur du Fort de l'Orage pour avoir que mes libérateurs comptent pour 3, ce qui est dans le BT. Le petit point négatif de ça, c'est qu'en fait, les adversaires ont la possibilité de le faire actuellement dans la saisonnalité, et quand 5 mecs vont sur un objectif, comptent pour 15, et qu'en face, il y a minimum 10, voire 20 figurines, et qui comptent pour 180, bah, ça n'a aucun intérêt. Donc peut-être en effet garder la FEP, les mettre en réserve et les faire tomber plus tard, ça aurait été plus intelligent. Parce que mon idée de full château, bah, finalement, n'a pas tant fonctionné que ça, parce que pour pouvoir mettre en place mes blessures mortelles, il faut que je me fasse charger sur un objectif que je contrôle. Souvent les objectifs, je les contrôle pas. Et c'est sur du 3+, un D3, c'est vraiment des petits dégâts. Vraiment, ça n'a pas beaucoup polarisé mes parties. Vraiment, vraiment pas. Et c'est vrai que là, je jouais avec 2 fois 4 dragons. Et je sais pas, ça fait 2 gros camions. Et voilà, c'est la deuxième fois que je joue ça. Du coup, ça me fait 4 parties avec le tournoi. Et je suis pas un joueur qui est adepte de ça. Je me suis plus empêtré avec mes propres dragons. Des problèmes de positionnement. La bulle à 12 avec Gardus peut-être est trop courte pour autant de dragons. Donc c'était pas top. Et le petit souci aussi que j'ai observé, c'est que j'ai besoin de ma magie pour que mes dragons soient soit tanky, soit létal. Et bah, face à des adversaires qui ont de la magie, j'ai rien pu faire. Ce qui était vraiment un gros point négatif. Donc si demain je devais rejouer avec une liste comme ça, bah, je pense que je remplacerais le sorcier par le Lord Castellan, qui lui met une lanterne et du coup est Ça. obligatoire, le plus unsafe pour mes dragons, ce qui m'évite de la magie. Avec un Arcantome pour essayer d'aller chercher face aux match-up qui n'ont pas de magie le plus un bless. Et à place de ce deuxième camion de 4 dragons, j'avais le sentiment un peu de, comme on dit pour les Séraphons, quand on joue 2 lance-soleil, on attend que le premier lance-soleil meure pour pouvoir buffer le deuxième. Bah là, c'était un peu le cas avec mes dragons. J'avais un peu de mal à soit les buffer, soit les faire naviguer. Donc les remplacer par plus de population, parce que bah, c'est très difficile, j'ai trouvé, de jouer avec si peu d'unités. Parce qu'en fait, j'ai 2 gros camions de dragons et à côté, bah, 5-5-5. Donc ça fait très peu de présence sur table. Et avoir bah, soit des long strikes derrière, soit peut-être de la cavalerie pour étendre la liste et jouer beaucoup plus large, je pense que c'est plus facile. En tout cas, vis-à-vis de la façon dont moi j'aime jouer, ça serait plus facile, et je peux, bah, sur des match-up comme contre Bono, peut-être avec des long strikes, tuer Arcane tour 1, peut-être tour 2, ce qui me débloque en fait mon problème de magie et pouvoir jouer beaucoup plus large au final. Donc voilà, très content d'avoir pu appris ça. Content d'avoir joué contre Siark et d'avoir vu la létalité que ça a. Du coup, sur un scénario plus différent, bah, jouer plus la carte
et pas rentrer dedans parce qu'en fait, soit je rentre dedans parce que je suis sûr de le tomber, soit je rentre pas dedans parce que là, ça a été l'englument total. Voilà, des petits ajustements, mais très content de ça. Et puis bah, ça m'a fait jouer aussi des scénarios que j'avais pas l'habitude de jouer, notamment le scénario des Galétéennes qui donne des points supplémentaires. Ça fait ça fait mal de jouer avec quand on en a, Ouais, mais c'est sûr. voilà, on n'a pas le choix, donc essayer de jouer avec la force qui est de pouvoir prolongir des objectifs contre certains adversaires, ça peut bloquer. Très bien. Et ton côté, toi, qu'est-ce que tu aurais peut-être fait évoluer? Bah moi, je suis déjà très content de mon week-end. J'avoue que j'y allais quand j'ai vu la liste que mon pote m'avait écrite. Je pensais que j'allais me faire détruire, hein. Mon objectif, parce que la liste, franchement, elle est assez bancale. J'espérais faire une victoire. Je voulais en arnaquer une. Et j'avais même pris le pari que si je gagnais 2 parties, je devais acheter la boîte de Noël, la Battle Force Gloomspite, dont d'ailleurs toutes les unités sont dans ma liste. C'est assez marrant. Je regarde la boîte Gloomspite et ma liste, c'est presque la même chose. Il y a juste l'araignée en plus. Euh, du coup, j'ai été très surpris de comment ça a fonctionné. Après, clairement, voilà, comme on l'a dit, d'une part, j'ai gagné grâce à la méconnaissance de mon armée. Ça, c'est souvent le cas quand on joue des armées lotières. Ça joue énormément. Et j'ai eu beaucoup de chance. Sur ma première partie, j'ai le double tour T1, T2. Si je l'ai pas, je pense que je perds. Là, je gagne 19-1. Si j'ai pas l'initiative T1, T2, je pense que je perds 15-5 facile. Sur la deuxième partie, c'est pas de la chance que j'ai eu, mais tout s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de dégâts, tout s'est aligné. J'ai pas eu d'inits, mais j'en avais pas forcément besoin pour gagner finalement. Et la troisième partie, j'aurais pu la gagner avec une init, alors que clairement, je pensais pas pouvoir la gagner. Donc, assez surpris de ma liste, mine de rien. Je pensais qu'elle était nulle. Finalement, il y a quand même beaucoup de dégâts. Et surtout, le trait de commandement du mangler qui permet de taper et de se barrer après, mais c'est un délire. Enfin, tu peux vraiment faire des tricks de fou, aller chercher une battle tactique, genre aller prendre un décor derrière l'adversaire, bah, tu bouges sur le côté, tu le charges, tu tapes et tu te barres derrière. Enfin, t'as tué une unité et en plus t'as pris un décor chez l'adversaire. Enfin, vraiment, ça permet de faire des tricks de folie. Donc, non, assez surpris de ma liste. Clairement, si je devais rejouer Gloomspite, ce qui sera pas le cas, mais si je devais rejouer Gloomspite, je jouerais pas exactement la même liste, comme même d'autres unités, notamment les Sneaky Snuffer qui permettent de buffer une unité qui peuvent être plus utiles que certaines unités que j'avais dans ma liste. Mais la liste était pas si nulle que ça finalement. Donc c'était plus que jouable. Elle m'a beaucoup surpris. Et puis non, bah voilà, très content de mon week-end. J'aurais évidemment aimé avoir une petite init sur ma dernière partie pour la gagner, mais je peux pas me plaindre, hein. J'ai eu des inits assez favorables lors de mes 2 premières parties. Donc je vais pas m'en plaindre. Euh, voilà, un week-end cool. J'ai rencontré, bah, j'ai joué, en plus j'ai joué contre des joueurs que je connais bien et qui sont pas des débutants, quoi, hein. Les deux Stéphanois que j'ai rencontrés en partie 2 et 3, ils jouent beaucoup. L'adversaire que j'ai rencontré en première partie, je crois que c'était sa deuxième partie sur le manuel du général. Donc là, j'ai aussi gagné grâce à ça. Il a fait des erreurs qu'un joueur plus expérimenté aurait pas fait. Donc, euh, donc voilà, très content de mon week-end, Parfait. globalement. Oui, en effet, nous étions 12 joueurs et c'est vrai qu'on avait entre guillemets, un mix de joueurs un peu moins, on va dire, formés au nouveau manuel et des joueurs beaucoup plus expérimentés. Ce qui a permis, je pense, aussi d'avoir des games agréables sur les 3 parties au final Et puis, avec tout le monde. niveau armée, il y avait pareil, il y avait moi en Gloom, il y avait lui en Ossiark, il y avait un Fake, il y avait un Slanesh. Donc voilà, il y avait aussi des listes un peu sympas, même si tout le monde essayait quand même avec son BT de faire une liste assez opti, mais il y avait quand même pas mal d'armées qu'on voit pas souvent en tournoi. On sentait un petit peu le tournoi qui se voulait un peu plus fun et détente, même s'il y avait quand même des très grosses listes, hein. Ça restait un tournoi assez sympathique de ce côté-là. Tout à Et fait, c'est tout pour ça à que moi fait. j'étais venu en Gloom, hein. Mon objectif c'était aussi de jouer avec un truc un peu moins fort que ce à quoi je suis habitué d'habitude pour voir ce que ça donne. Oui, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir jouer des choses, on va dire, hors méta, dans des petits formats et C'est ça. pouvoir en effet créer au final beaucoup de surprises. Parce que c'est vrai que, Clairement, moi le premier. exactement, je pense Je que, pense que j'ai été le premier surpris de mon week-end. oui, oui, personne au début n'aurait mis une pièce sur une possible victoire des Gloom. Clairement pas. À ça. À ça. À ça, exactement, à Ouais, ça. à ça. C'est la beauté du jeu.
Ce qui nous fait finir du coup le dimanche, assez tard, mais pas trop tard non plus. Le tournoi s'est bien déroulé au final, remise des prix standard, bonne organisation malgré un peu de retard sur certains points et le petit problème de repas à midi, mais qui, qui ne fait pas d'erreur, hein. Voilà, bon week-end, hein, comme on l'a dit, agréable tournoi. Sur ce, écoutez, on va vous laisser. On va vous souhaiter bonne soirée si vous regardez ça le soir, une bonne journée si vous regardez ça la journée, et puis une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.